direct, c'est parti. Bon, bah écoutez, ce soir, alors bonsoir à tous pour ceux qui nous rejoignent sur Facebook. Petite soirée à thème, comme on le fait de temps en temps. Et aujourd'hui, la thématique, donc, c'est stratégie de réussite dite entre guillemets exceptionnelle. Simplement parce que ce sont des points qu'on a retrouvés chez des gens qui ont eu des réussites assez importantes. Alors ça découle à la fois d'éléments qu'on trouve en PNL et sur lesquels vous allez retrouver évidemment des éléments que vous avez probablement vus au cours des journées qu'on a passées ensemble. Et puis il y a des choses que j'ai rajoutées à ça, que j'ai glanées un petit peu partout à travers mes années d'expérience. Alors, pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on va, je vais vous proposer tout de suite de me dire en quelques mots s'il y avait un projet important auquel vous pensez pour l'année par exemple 2018. Comme ça, au fur et à mesure où je vais développer les différents leviers, eh bien moi je vous invite à vous poser des bonnes questions et peut-être vous dire tiens là-dedans, est-ce qu'il n'y aurait pas une zone sur laquelle je pourrais effectivement grandir pour donner plus d'impact à mon projet ou à mon objectif ou à mon ambition au cours de 2018. Ça vous va ? Bon, c'est rapido, c'est un petit tour de table, comme ça, ceux qui ont un projet, mais juste en un ou deux mots. On y va, c'est parti ? Allô, vous êtes là, oui ? Construire de locaux commerciaux. Mettre en place des locaux commerciaux, bâtir ton activité, faire t'installer avec des locaux commerciaux à l'endroit où tu vis. Ouais, très bien, et donc en l'occurrence à l'autre bout du monde. Bref. Olivier ? Accompagner les entreprises vers la nouvelle économie. Voilà, mettre en place une stratégie, en tout cas un développement d'activité autour de l'accompagnement des entreprises vers plus d'autonomie, plus de succès, etc. Ok ? Moi, je lance une application mobile qui va mélanger hypnose et PNL pour changer ou améliorer les Ah bah voilà, ça c'est super intéressant. D'ailleurs, ça s'appelle Mabule. Mabule, Ça si sort vous le allez 15 être en janvier. ligne, ça sortira le 15 janvier. Alors, et au fond, réussir pleinement le développement de cette nouvelle application qui va mélanger, on va dire, de l'hypnose et des modalités audio, en fait, pour accompagner les gens qui le souhaitent sur des thèmes très variés. Super. Photo d'art de luxe. Photo d'art. Photo d'art. Ah, photo d'art de luxe. Réussir aujourd'hui à exister au niveau international, puisque tu fais déjà des présentations au niveau international, comme Las Vegas, hein, mes amis, on peut quand même le féliciter. Bravo, bravo. Et en tout cas, réussir cette dimension. Bref, c'était pour avoir quelques exemples. Comme vous êtes pas loin d'une vingtaine, on ne va pas faire le tour, mais l'idée ce soir, c'est de se dire, tiens, quels sont les leviers, en fait, les plus importants qu'on a retrouvés chez les gens qui réussissent. Alors, vous connaissez cette phrase qui dit « Donnez-moi un bon point d'appui », quelqu'un l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, et soulèverait le monde. Donc l'idée, c'est ce que je représente par ce dessin-là, avec cet appui. Alors je développerai par la suite cet appui, et par l'effet de levier, évidemment, la réussite. Alors, si j'ai mis les choses dans l'ordre, c'est parce qu'on s'est aperçu que plus on va s'éloigner en fait, du point d'appui ici, plus on a un effet de levier qui est puissant. Donc ma proposition, c'est de vous mettre en avant ce qu'on a déterminé comme étant en priorité le plus important. Alors, ils sont tous importants, mais vous allez voir que le premier a plus de poids que le suivant, et ainsi de suite. Et on va descendre comme ça sur 7 éléments, en tout cas moi, qui m'ont beaucoup aidé dans le cadre du développement de mes activités. C'est bon ? On y va ? Alors, ceux qui nous rejoignent, si jamais, sachez qu'on est donc dans cette stratégie de réussite exceptionnelle. N'hésitez pas à interagir avec nous. Alors moi, je suis évidemment centré sur un groupe, mais en même temps, je sais que vous êtes là. Alors, on y va sur le premier. Le premier point qu'on retrouve chez tous les gens qui ont réussi, c'est le fait qu'ils ont connecté à un rêve de cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire d'argent, il y a quelque chose qui les touche au plus profond d'eux, en fait. C'est ce qu'on appelle un rêve de cœur. Je vais le descendre un peu comme ça. Un rêve de cœur. Alors, il y a beaucoup de choses dans le rêve de cœur. Il y a à la fois toute cette notion de la vibration que je ressens à l'idée de mettre de l'énergie dans ce domaine, parce que ça m'intéresse, parce que ça me porte. Il y a cette idée aussi de pouvoir servir d'autres personnes à travers cette sensibilité. Je fais de la musique et ça m'a toujours tellement animé que j'ai eu qu'une envie, c'est de jouer dans la rue. Je payerais en fait en quelque sorte pour aller faire des présentations. Toi, par exemple, tu aimes la photo. Est-ce qu'au fond, ça te fait suffisamment vibrer pour payer ? J'imagine qu'au début, tu payes d'ailleurs pour aller faire des exposés. Mais c'est un rêve de cœur, c'est-à-dire que ça pourrait te prendre la tête la nuit, le jour. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui t'anime profondément. Et donc, si on veut éveiller cette dimension, la question à se poser, c'est en quoi
en fait, cette mission me touche. À quelle valeur ça répond? Et au fond, si je ne le fais pas, quels sont les vides que ça entraîne chez moi? D'accord? Et autour de ça, on va faire grandir cette vision, cette mission, puisque du coup, on touche plusieurs aspects. Il y a à la fois les valeurs, il y a à la fois la mission. Alors, les valeurs, c'est ce que vous allez nourrir, vous. C'est en quoi ça vous excite, en quoi ça vous remplit. De là découle la mission, c'est-à-dire, au fond, quel service vous avez envie d'apporter, en termes de produits, en termes de connaissances, en termes de je sais pas quoi, mais au fond, à quoi vous voulez répondre le plus, à qui, éventuellement, vous voulez les répondre, et pour satisfaire quoi. Donc, vous voyez, il y a plusieurs étages qu'on va trouver là-dedans, mais au final de ça, c'est ce qui m'anime. Et plus la vision, plus la mission est contribuante, c'est-à-dire plus elle va servir un nombre de personnes, alors pas forcément important, mais un nombre de personnes que vous voulez toucher et qui vous touchent. Ça peut être, je sais pas, j'ai eu un jour un accident de voiture et j'ai perdu un certain nombre de personnes. Donc on va voir que c'est souvent en lien avec son histoire aussi. Et tout d'un coup, ma mission aujourd'hui, c'est de responsabiliser cette société autour des dangers de la route, par exemple. Vous voyez, j'ai eu vraiment des difficultés dans tel ou tel domaine de vie. J'ai transformé ça et aujourd'hui, ça me touche tellement de voir des gens confrontés à ça que j'ai envie de leur enseigner, de leur partager des stratégies, des connaissances, des sensibilités. Et du coup, je le ferai gratuitement, en fait, parce que ça m'allume tellement. Vous voyez, donc c'est ça qu'on arrive, qu'on évolue comme un rêve de cœur. Donc moi, je peux vous inviter à faire une petite réflexion, c'est vous dire, quand je pense à mon projet auquel je vous ai demandé de vous loguer, en fait, en quelque sorte, vous connecter, à quel niveau, sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau je sens que ce rêve de cœur m'emporte. Et si je suis à 4, 5, 6 ou 7, la question que je vous invite à vous poser derrière, c'est, au fond, qu'est-ce qui me touche vraiment là-dedans et pourquoi j'ai tant envie d'aller apporter ça à d'autres? Qu'est-ce que j'ai envie d'aider à transformer pour moi, pour les autres, pour le monde, etc. D'accord? Voilà, donc ça c'est la première, premier pilier important et c'est celui qui, vous allez voir, il va colorer tout le reste en fait. Ça va, ça vous parle? J'ai été touché dès l'enfance parfois. Est-ce que d'entre vous ça résonne par rapport à votre projet? Un projet qui vous touche profondément. Tu disais par exemple, Régine? Oui, dans mon cas, c'est donc de continuer les rendez-vous mensuels par des webinaires où je fais intervenir des experts pour aider les femmes à passer le cap de la quarantaine, cinquantaine. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui évidemment te touche par ton histoire et tu te dis, j'ai tellement traversé le fait d'aider des personnes, notamment qui avaient passé la quarantaine, à découvrir qu'il y avait une vie derrière la quarantaine, en fait, en quelque sorte, que du coup, ça te touche profondément. Et là, tu vas, grâce à cette créativité, à cette passion, en fait, tu vas pouvoir faire plein de choses autour de ça pour nourrir, en fait, ces gens qui, dans cette même situation, seront tout contents que tu puisses apporter ça. Ça va, ça vous parle? Donc ça, c'est la première dimension, rêve de cœur. Je peux passer à la deuxième? Deuxième point important, vous avez peut-être une idée? Non? Technologie. Non, c'est pas la technologie, ça viendra plus tard, la technologie. C'est le fait d'avoir des mentors. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les gens qui ont on en parlait d'ailleurs ce matin, en termes d'accélération, l'environnement dans lequel vous êtes va beaucoup compter. Je vous parlais de 3 niveaux d'environnement. Il y a ceux qui vous aiment, il y a ceux qui vont vous interpeller sur comment progresser par de la connaissance, ils sont coachs, ils sont formateurs, ils sont éducateurs, ils sont des guides, etc. Et puis, il y a ceux qui vont nous tirer le plus encore vers le haut, c'est les mentors. Et on parle même de famille de mentors, c'est-à-dire c'est les gens qui vous inspirent au plus haut point. Donc là, on est dans la 3e catégorie de personnes. Donc les vrais, on peut dire qu'il y a l'environnement qui vous aime inconditionnellement, très important. Il y a le 2e environnement qui vous fait réfléchir sur comment progresser, qui vous apporte des données que vous n'avez pas. Et puis le 3e environnement que je mets dans les mentors, dans les guides, mais ça peut être des guides spirituels, ça peut être des sources d'inspiration. Enfin, en tout cas, des personnes qui vous éveillent au sens profond de votre mission et surtout qui sont des exemples de réalisation de cette mission-là. Donc ce sont des gens qui ont réussi au plus haut niveau, en fait, ce à quoi vous aspirez. Donc si je reprends le cadre de l'application, par exemple, c'est de dire, y a-t-il dans le monde des personnes qui sont parties de là où j'en suis et qui ont explosé? Et là, du coup, plus tu vas te rapprocher, lire, t'informer, être au contact de ces personnes-là, plus, évidemment, tu vas emmagasiner, bien sûr, des données, ça peut être, on verra, des compétences, tu vas voir les choses en plus grand, enfin, bon, bref, ça va être inspirant, d'accord? Donc, les mentors,
c'est la deuxième élément. Par exemple, toi qui fais des photos dans le monde entier, est-ce que tu as en tête comme ça quelques exemples de gens qui, à une époque peut-être ont été comme toi, mais qui aujourd'hui brillent vraiment? Il y en a deux, Peter Leak. D'accord. Et Peter Leak, ouais, par exemple. C'est un Australien. Ok. Qui est Attends, donne-moi un deuxième par exemple. David Yarrow. Bon, David Yarrow. Ok, bah imagine que tu passes du temps avec eux, que tu puisses lire leur histoire, que tu puisses vraiment te connecter à l'énergie dans laquelle ils sont. Bah, probablement qu'ils vont évidemment te télécharger, si je puis dire, des données qui sont super importantes en fait pour pouvoir progresser. Ils vont intervenir au niveau, bien sûr, de l'environnement dans lequel ils sont, c'est donc des super exemples. Ils vont t'aider à intégrer des comportements aussi, parce que quand tu vas les voir fonctionner en termes de stratégie, même si au départ ils ont évidemment une vision peut-être plus élevée que la tienne, tu vas voir aussi dans quelle vibration ils sont, tu vas voir leurs croyances, leurs valeurs, tu vas comprendre en fait leur monde. Et évidemment que si là où ils en sont, c'est juste une voie pour toi de réussite. Et donc ces mentors vont énormément nourrir, en plus, en quelque sorte, ton rêve de cœur, et on va le voir après, le reste. Voilà. En tout cas, avoir des mentors. Des mentors, il y en a plein le bottin. Et moi, je vous invite aujourd'hui à vous dire qui, dans mon projet, a réussi à un niveau important, élevé, ce que vous avez fait. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, souvenez-vous, j'avais 23 ans, et puis après 3 ans de formation d'entreprise, j'ai découvert la PNL. Et donc, comme j'avais pas assez d'argent pour me former, du coup, je suis allé chercher, j'avais commencé avec 2 personnes, comme ça on a mis en place, on avait fait venir un Belge. Bon, finalement, pourquoi ça me motivait pas? Parce que j'avais un rêve de cœur qui était fort, qui est d'abord de me former, mais au-delà de ça, je voulais vraiment travailler avec quelqu'un qui m'inspirait vraiment. Et quand j'ai senti que c'était pas la bonne personne, j'ai arrêté le projet, j'ai dit aux filles, bon, bah, continuez avec lui, moi je veux repartir, j'ai quelqu'un d'autre qui m'anime plus que ça. Et ça a été plus long et plus compliqué d'aller chercher ce mentor-là, mais alors ça a été pour moi une voie d'accélération après formidable. Donc en l'occurrence, c'était Alain Carole à l'époque. Et donc, le fait de me connecter à lui, de le faire venir, alors évidemment, ça m'a coûté beaucoup de temps et d'énergie. Je n'ai pas payé les séminaires, j'ai mis plus d'1 an pour construire le premier, mais après ça s'est renouvelé, et après 2, 3, 4, 5 ans, c'est sûr que ça a été non seulement un mentor au départ, mais ça a été aussi un sponsor extrêmement puissant, parce que il m'a permis de faire ma trace en fait. Il a été un moteur extrêmement important. Vous comprenez? Donc ces mentors, on peut non seulement se connecter à eux en lisant leurs livres, en regardant leurs vidéos, en lisant leurs articles, en regardant leurs blogs, en regardant comment ils fonctionnent en fait. Comment je peux me rapprocher de cette excellence-là le plus possible. Après, la deuxième vague, c'est de pouvoir vous connecter à eux. Ça, si vous avez la possibilité de vous rapprocher en fonction des types de mentors, la possibilité que vous avez de vous rapprocher d'eux, plus ces mentors vont se rapprocher et vont devenir en quelque sorte pour vous des enseignants, plus ça va être évidemment un accélérateur important. D'accord? On le sait aussi en termes de PNL, le fait d'avoir des exemples en termes de cerveau droit, de ce qui est possible, par exemple pour ceux qui ont fait du marketing de réseau, moi j'ai traîné quelques années là-dedans, avoir un mentor c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça vous fait une accélération de possible, voilà, on se rend compte que les choses sont possibles, on a envie, enfin, c'est très motivant, inspirant, etc. Ok? Donc moi je vous en conjure, identifiez quelques mentors qui sont vraiment importants et allez chercher le plus haut de gamme. Ça vous parle par rapport au projet? Et là de vous dire, sur une échelle 0 à 10, par exemple, aujourd'hui, en quoi suis-je équipé en termes de mentors? Est-ce que j'ai des mentors qui me tirent vers le haut? Ça marche? Troisième élément important, avec le 2 ici, qu'on va retrouver dans toutes les réussites. Vous avez une idée? Eh bien, c'est l'équipe. C'est la capacité que vous avez à construire une équipe. Vous savez qu'on dit souvent que seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Alors, ensemble, ça veut dire aussi de bien choisir les gens avec qui vous partez. Quand vous êtes insécurisé sur un projet, je l'ai vu des quantités de fois, notamment par exemple dans des activités de coaching, des choses comme ça, on a tendance à s'entourer de gens qui font un peu le même métier. Vous allez voir, si vous êtes 2 coachs à monter une boîte, c'est plus rassurant. Si vous êtes 2 formateurs, c'est plus rassurant. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas forcément toujours une très bonne idée. Une bonne équipe, c'est des gens qui s'engagent avec vous sur une vision qu'ils partagent, une vision des valeurs, qui sont inspirés par les mentors que vous poursuivez, mais qui vont vous apporter les compétences que vous n'avez pas, les connaissances que vous n'avez pas.
les ressources que vous n'avez pas, les contacts que vous n'avez pas, l'expérience en termes de diplôme, par exemple, le savoir-faire, les ressources, l'argent, enfin tout ça. Donc une bonne équipe, c'est des gens qui vont vous donner tout un ensemble de ressources que vous n'avez pas. On a dit, par exemple, des savoir-faire, des connaissances. D'accord ? Quand je fais appel à, je sais pas moi, un expert comptable dans une boîte pour gérer ma comptabilité, ben, je ne l'ai pas, ce truc-là. Quand je fais appel à un juriste, quand je fais appel à un avocat, quand je fais appel à un graphiste, quand je fais appel à... etc. D'accord ? Et on verra que c'est tout autant important d'avoir des clients, bien sûr, mais vous allez voir qu'avoir des bons fournisseurs, c'est juste énorme. Alors, dans une équipe, il y a ceux qui sont complètement engagés avec vous à 100% du temps, ce qu'on peut appeler des salariés dans une entreprise, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être une équipe de gens sur qui vous comptez. Mais le fait de faire appel à un graphiste ou à un comptable, etc., qui partage avec vous la vision et la mission, en termes de contribution, c'est beaucoup plus puissant qu'avoir quelqu'un qui est plus, entre guillemets, fonctionnaire, c'est-à-dire qu'il assure avec vous une fonction. Alors que s'il il intègre en quelque sorte la vision et qu'il est inspiré par ce que vous faites, bah, c'est sûr qu'il ne fait pas de la comptabilité de la même façon s'il est passionné par ce que vous faites, en fait, en gros. Vous comprenez ? Si je suis un avocat, je fais appel à un avocat ou à un juriste, mais qui en plus croit à mon projet, qui est touché par la mission et la contribution que j'apporte, bah, vous avez compris que la participation n'est pas la même. D'accord ? Donc, hein, vous connaissez l'histoire qui dit je peux faire une photocopie parce qu'on m'a demandé de faire une photocopie dans une entreprise. D'accord ? Je peux faire une photocopie parce que j'ai conscience du dossier pour lequel je fais cette photocopie. Je peux aussi faire la même photocopie parce que j'ai conscience de la mission du service auquel j'appartiens, voire de la mission de l'entreprise. Au fond, c'est un peu comme les trois types qui taillent une pierre. À qui le premier, vous demandez « Qu'est-ce que tu fais, monsieur ?» Je taille une pierre. Le deuxième, je bâtis un mur. Le troisième, je construis une cathédrale. Ils font le même geste, mais ils ne le font pas dans le même niveau de conscience. Donc nous, ce que l'on veut pour bâtir une équipe, c'est bâtir une équipe qui se sent nourrie, pas seulement par la fonction qu'ils ont, mais qui se rendent compte qu'en participant à la vision que vous avez, ils contribuent et sont touchés de la même façon au service que vous apportez, et par fait, du coup, ils sont mobilisés par les valeurs qui vont nourrir, et par le service, etc. Et nous, on va grandir avec eux, parce qu'on va voir qu'après, autant vous avez besoin de grandir avec vos clients, d'accord, mais vous avez aussi besoin de grandir avec votre équipe. Et si vous voulez aller loin avec des partenaires, eh bien, sachez qu'un partenaire, il n'est pas forcément bon au top tout de suite. Et là, on va trouver des règles de management, si on parle de management interne, eh bien, il ne faut pas croire que son coéquipier est top tout de suite. Parfois une chance de trouver quelqu'un, mais la réalité, c'est que quel que soit le coéquipier que vous avez, il y aura toujours des écarts entre ce que vous attendez et ce qu'on vous sert. Par contre, il y a une éducation à faire. Et cette éducation, elle sera d'autant plus accélérée que vous partagez les mêmes valeurs, que vous partagez le même projet et surtout le même service au monde, en fait, en quelque sorte. Hein. Vous comprenez cette idée ? Donc, en termes de management, là, on va retrouver, se retrouver sur des valeurs partagées avec son équipe, sur une vision partagée et sur une raison d'être au monde, c'est-à-dire une mission partagée. Et quand des gens sont en mission, vous avez compris qu'ils ne sont pas engagés de la même façon. Donc, on a besoin, hein, on dit souvent qu'on recrute, on en parlait à midi, on recrute par des valeurs, mais aussi on se sépare pour des valeurs, hein, parce que tout d'un coup, ça ne veut plus. Donc, ça dit à quel point les gens qui m'entourent ici, au-delà des compétences qu'ils m'amènent, du savoir-faire qu'ils m'amènent, en fait, est-ce qu'ils sont vraiment mobilisés ? Et ça, c'est un point très très important. Et ça va aller très loin. Par exemple, je peux avoir une collaboratrice, qui est le cas d'ailleurs, qui s'occupe de la communication, et au bout d'un moment, je lui demande plus seulement une fonction. Je lui dis, tu sais, c'est tellement important que l'entreprise grandisse autour de ta sensibilité, de ton ADN, en fait. Parce que, quels que soient les liens qu'on a avec les partenaires, maintenant qu'on travaille ensemble, tu vois, on va passer à un stade 2, c'est que moi j'ai besoin que ta communication, la communication d'entreprise, elle passe par ton ADN. Oui, et du coup, il y a évidemment un niveau d'implication qui est plus fort pour la personne. Alors, évidemment, on ne demande pas ça le premier jour, c'est quelque chose qui se construit. Je peux avoir des partenaires, et c'est le cas aujourd'hui, avec qui je travaille depuis un certain temps et avec lesquels je ne suis pas toujours satisfait. Pourquoi ? Parce que les délais ne sont pas respectés, parce que ceci, parce que cela. On a toujours des sources de frustration. Mais la vraie question, c'est que je sais qu'un partenaire, ça se construit sur la durée. Ça s'éduque, un partenaire.
Vous voyez, donc sentez la notion. Même mon chef, par exemple, mon responsable comptable, je peux trouver, et on m'a fait des propositions parfois qui étaient plus avantageuses que mon cabinet de comptable. Mais mon cabinet de comptable me connaît depuis longtemps. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, je préfère aller négocier avec lui en disant, tiens, voilà ce qu'on me propose ailleurs, j'ai surtout pas l'intention de changer, il faut que tu saches, ça veut dire que même si tu me dis non, je n'irai pas ailleurs, parce que l'engagement que j'ai avec toi, il est fort, et cet engagement-là, c'est l'élément le plus fort pour moi dans la collaboration. Vous comprenez? On se définit un prix, mais moi je veux m'assurer que tu fais, même si tu as vraiment envie de travailler avec moi, que toi tu t'y retrouves. Parce qu'il n'est pas question qu'au bout d'un moment, tu te sentes que tu perds ton temps avec moi, en fait. Oui. Donc, on retrouve cette notion de gagnant-gagnant. Et sur quoi cette relation gagnante-gagnante va se faire? Bien sûr, autour des valeurs et de la vision partagée. Mais ce que je cherche, ce n'est pas quelqu'un qui ait seulement une vision comme la mienne et qui ait les mêmes fonctions que la mienne. Je veux quelqu'un de différent. Par exemple, dans la collaboration que j'ai avec Lionel, j'ai trouvé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le souhaitent, ouais, mais j'ai trouvé quelqu'un de vraiment différent. Parfois, ça a surpris quelques-uns, parfois, voilà. Et moi-même, hein, Lionel, ça ne s'est pas fait en un jour. Et encore aujourd'hui, parfois, on a des écarts de perception. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait que nos différences, c'est quelque chose qu'on doit éduquer, qu'on doit construire ensemble. Ça vous parle? Donc, encore une fois, votre équipe, elle n'est pas forcément en intra à 100% pour vous. Mais c'est trouver les bonnes personnes, et sachez que les bonnes personnes le deviennent. Elles ne sont pas forcément bonnes tout de suite. Alors maintenant, il y a des choses qui vont très vite vous faire dire qu'elle est bonne ou pas. Alors d'abord, est-ce qu'elle a la compétence que j'attends? Voilà. Et puis après, au-delà de ça, est-ce qu'elle partage la vision et les valeurs? Est-ce qu'elle, je sens que ça la touche, ce qu'on fait. Donc je répète, des ressources en termes de connaissances, des ressources en termes de savoir-faire, des ressources en termes d'argent, de temps, des gens qui vont me donner de l'énergie, et ça va jusqu'aux bénévoles. Hein. Nous, dans nos métiers, on organise souvent des événements. Mais les bénévoles, c'est super important. Mais pas seulement qu'ils viennent, mais c'est super important qu'on les valorise, qu'on les prenne en compte. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils vont trouver d'autres sources. Parce que c'est participant. Pour eux, c'est extrêmement valorisant de participer à un gros événement, de se mettre en contact, soit parce qu'ils sont déjà dans le coaching ou ils vont le devenir. Enfin bon, il y a plein de raisons. Donc nous, ce qu'on veut, c'est identifier des ressources dont on a besoin. Parfois, avoir comme actionnaire quelqu'un d'un peu connu, même s'il ne travaille pas avec vous, bah, c'est une ressource considérable. Parce que c'est un nom. Vous comprenez? Travailler avec telle ou telle personne, ça le fait. Donc tout ça, c'est des ressources immenses. Donc rappelez-vous, une bonne équipe, ce sont des gens qui sont évidemment pointus dans leur domaine, mais qui partagent vos valeurs. Et une belle façon de recruter les bonnes personnes, c'est aussi de passer par les mentors. Parce que les mentors pourront vous dire, moi je connais telle personne, qui m'a aidé et qui m'a permis de réussir à passer ce palier, tu peux compter dessus. Donc les mentors, vous voyez, ils vont souvent vous aider à trouver la bonne personne. Ça va dans la logique? Après l'équipe, donc ça c'était la phase 3, d'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Les ressources. Oui, alors on va parler de ressources, mais qui sont des ressources plus élargiques dans l'équipe. Et ça, c'est la puissance d'un réseau. C'est votre réseau. Alors, je vais mettre un X, parce qu'il y a différents niveaux de réseau. On va en voir trois niveaux importants, qui vont parler, je pense, à la plupart d'entre vous. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle le réseau social. Sachant que le réseau social, il peut se vivre sur Internet, ou socialement dans l'environnement que je vis. Par exemple, j'ai une entreprise de maçonnerie et puis je me mets dans des réseaux, des fédérations, des choses comme ça. Moi, j'ai longtemps été, par exemple, au CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Donc là, j'avais pour le coup, non pas des gens qui me ressemblaient, mais des gens différents, qui étaient dans différents types d'activités. Donc dans les réseaux sociaux, d'accord, je parle d'Internet comme je parle du réseau social qu'il peut y avoir dans ma ville, hein, dans mon village, ma ville, ma région. D'accord? Ça, c'est le premier réseau, le réseau social. Et à quoi ça sert? Eh bien, c'est que ce réseau, il va me permettre d'être connecté, alors que ce soit pour m'attirer des ressources, ou trouver des ressources, ou trouver des connexions. C'est incroyable comme parfois une relation peut générer un développement de dingue. Une connexion, parfois, c'est une rencontre qui vous fait vivre un business. Hein. Donc,
avoir des réseaux, c'est exister sur une toile, en l'occurrence sur un tissu de contact, d'accord, que ce soit sur Internet, ou ailleurs, on va briller sur ce réseau. Donc, nous, par exemple, dans le cadre de l'AZ-PPI, vous savez, on va en parler à la fin de la semaine, mais on a des protocoles d'accompagnement, justement, qui permettent d'apprendre à connaître les basiques pour rayonner sur Internet, à travailler son positionnement, définir sa cible de manière précise, sur un plan émotionnel, à quoi on répond, en termes de problèmes ou de solutions, comment à partir d'un certain nombre de mots-clés je vais aller chercher des ressources, comment à partir de ces ressources je vais faire une offre gratuite pour proposer aux gens de commencer à évoluer avec moi, comment je vais analyser les personnes qui gravitent autour de mon offre gratuite, comment je vais bâtir à partir de cette analyse des demandes à moyen terme et à long terme, donc des produits, et puis comment je vais valoriser ces produits, comment je vais créer l'alliance pour les développer, etc. Donc tout ça sont des étapes qui sont aujourd'hui clairement identifiées. Chacun des points que je vous ai donnés, ça ouvre encore à une dizaine de points, mais qui vont donner une structure qui, étape par étape, vous assure sur 6 mois, 1 an, 2 ans, une vraie stabilité en termes de rayonnement. D'accord ? Donc tout ça, c'est de l'action Internet. Maintenant, au-delà d'Internet, je disais, il y a des réseaux plus larges. Et là, sachez qu'il y a 2 types de réseaux importants. Il y a ce qu'on va appeler les contacts froids et les contacts chauds. Ce qu'on appelle des contacts chauds, c'est des gens qui partagent le même métier, le même service. Par exemple, je me suis formé au coaching et je vais dans des fédérations de coachs. Et ça, c'est important parce que à travers ces personnes-là, je ne vais pas forcément trouver des clients, bien que ça puisse quand même se produire, mais je vais surtout me rassurer. Je vais surtout développer de l'expertise. Je vais trouver des gens qui vont me donner des informations en lien avec mon activité, qui vont m'ouvrir des portes, etc. D'accord ? Donc ça, c'est les gens qui font le même métier. Ça marche ? Je suis par exemple boulanger, je vais retrouver des boulangers. Et puis, il y a ce qu'on appelle les contacts froids, là où je vais me retrouver dans des milieux avec des gens qui font des choses différentes des miennes. Par exemple, je parlais tout à l'heure du CJD, je me suis retrouvé avec des gars qui tenaient des boîtes extrêmement variées et qui avaient évidemment des métiers très différents du mien. Alors eux, par contre, c'est intéressant parce que vous allez créer des liens. Alors, il y a des liens qui sont ce qu'on va appeler des liens de commerciaux, enfin de relations commerciales un peu directes, parce que ce sont des espaces où c'est... en termes de culture, ok, de faire du business. Et puis, il y a des liens où, par exemple, c'était le cas au CJD, ce n'était pas des lieux de business, c'est des lieux de soutien, d'accord ? Mais vus avec des personnes qui ont comme point commun le fait d'entreprendre, de se développer, certains avec des petites, d'autres avec beaucoup d'autres entreprises, et qui sont des gens qui vont participer à votre formation, mais qui sont là pour des raisons de service, et pas pour faire du business. Maintenant, il y a des tas de réseaux où on peut faire du business, hein, c'est-à-dire qu'on vient rencontrer des gens différents. On s'assure même que dans votre région, on n'a pas 2 ou 3 fois la même activité pour justement varier et créer, là pour le coup, des relations commerciales. Donc tout est possible sur le marché. Et ça, c'est le premier type de réseau qui vous permet, de rayonner votre activité auprès d'un grand nombre, d'accord ? Et éventuellement, trouver les personnes qui viendront alimenter les compétences dont vous avez besoin. Nous, à l'époque, on faisait, par exemple, j'ai fait moi, des soirées networking. C'était incroyable. On faisait rentrer les gens, il y avait 50, 60, 80 personnes, et on les faisait rentrer par 10 quand ils arrivaient. Et on les mettait en cercle. Et la seule chose qu'ils devaient dire, c'est nom, prénom, activité, et quelle est la question qui se pose et le challenge qu'ils ont besoin de remporter. Et très souvent, dans le cercle, quand on avait fini, il y avait un instant qui était prévu pour dire qui connaît quelqu'un qui peut m'aider. Et c'était incroyable de voir dans les réseaux, tiens, moi je connais un tel qui peut m'aider. Et vous savez qu'un contact chaud, comme ça, un peu direct, c'est plus puissant qu'une pub à la télé. Parce que si, par exemple, Régine me dit, tiens, je connais quelqu'un très très bien pour développer ton activité sur Internet, et appelle-le de ma part, boum. Ce matin, tu m'as parlé, par exemple, d'une personne qui développe des applications. Le fait que tu le connaisses, que tu as déjà travaillé avec, etc., c'est sûr que c'est plus puissant qu'une pub à la télé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet émotionnel, évidemment, qui va jouer. D'accord ? Donc ça, c'est la force des réseaux. Et c'est incroyable. Hein. La pire chose que vous pouvez faire, c'est vous isoler. La meilleure chose que vous pouvez faire, quand vous êtes un peu perdu, c'est de vous reconnecter. D'accord ? Donc, soit vous reconnectez à des gens qui font la même activité que vous, ça va vous rassurer. Soit vous allez chercher des gens qui font des activités différentes pour justement enrichir vos contacts, vos complémentarités, etc. Ça va ? Réseau numéro 1. Premier niveau de réseau. Après, vous avez un deuxième niveau de réseau en termes de développement d'activité. Et là, on va avoir affaire à une démultiplication en quelque sorte de votre activité. C'est ce qu'on appelle par exemple la franchise. La franchise, c'est quoi ? C'est que vous avez développé une activité et vous allez utiliser le réseau
pour démultiplier votre activité. Donc en gros, vous avez des gens qui sont accrochés par votre service, par votre produit. Vous avez quelques informations data, en l'occurrence des éléments, des indicateurs, qui prouvent en quelque sorte que votre activité fonctionne. Vous avez un bilan, vous avez développé un certain chiffre d'affaires, etc. Et comme les gens sont intéressés par votre concept, et bien du coup, vous allez le démultiplier. C'est comme ça que énormément d'entreprises dans le monde ont eu un effet de croissance formidable. Vous prenez par exemple toutes les grandes enseignes, je prends McDo, par exemple. McDo avait démarré dans un fond de garage. Hein. Mais aujourd'hui, ils sont partout. Pourquoi ils sont partout? Parce qu'ils ont des systèmes de franchise. Alors là, on est dans de la grosse franchise. Hein. Pour entrer chez McDo, c'est entre 500 et 900 000 euros la licence. Mais après, vous avez une formation, vous avez une marque et vous êtes à peu près sûr, évidemment, d'avoir une activité. Alors, le bien ne vous appartient pas parce qu'ils font en même temps une superbe opération immobilière, parce qu'ils prennent du terrain. C'est pour ça que la valeur de McDo augmente très très vite. Pas seulement par les sandwichs qu'ils vendent, mais par voilà, les effets indirects. Donc ça, alors, les salons de coiffure, vous en connaissez évidemment. Jean-Louis David, les boulangeries, les chez Paul. Enfin, vous êtes entouré, vous allez voir, d'enseignes. Et la force d'une enseigne, c'est qu'une fois que le concept marche bien, eh bien, l'entreprise est revendue. Et là, il y a 3 modalités importantes qui vont contribuer au développement de l'entreprise. C'est que d'abord, on vend plusieurs fois l'entreprise, puisque la personne qui devient concessionnaire, elle achète un droit d'exploitation d'une marque. Ça veut dire qu'elle a tout de suite un concept qui est créé, elle a tout de suite une comptabilité. Bon, c'est vachement avantageux, vous achetez une entreprise qui marche déjà. Donc c'est la première source de rentabilité pour la maison mère. D'accord ? Elle revend son activité. La deuxième chose, c'est que comme elle accompagne, évidemment, le nouveau ici à évoluer, elle va lui vendre des services complémentaires. Un peu à la carte, mais certes des services. Ça peut être des formations, des possibilités d'achat, etc., regroupées, etc. Donc, deuxième voie importante de rémunération. Et troisième, c'est que très souvent, il y a une partie du chiffre d'affaires qui va remonter en fonction des résultats qui sont... Donc, démultiplier, vous aurez compris que ça tourne. Et par exemple, dans mon ancienne entreprise, qui s'appelait Cohésion Internationale, c'est ce qu'ils ont fait. Les gars, on a commencé ensemble. Et puis après, bon, moi, je me suis retiré parce qu'il y avait des choses auxquelles j'étais moins d'accord. Mais ça a été très, très efficace pour eux. Parce qu'il y avait un concept qu'ils ont revendu un certain nombre de fois. Et en fait, en gros, c'est de la démultiplication de sites, avec derrière comme une organisation d'accompagnement, des choses. Et pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prenaient le truc, et des services qu'on ne pourrait pas s'offrir tout seul. Comme des services de téléphonie, de prise de rendez-vous, des services juridiques, des services de réponse aux offres, etc. Parce qu'encore une fois, à plusieurs, centrés sur un objectif, on démultiplie énormément la puissance. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les concessions. Ça va pour ça ? Et ça vaut le coup d'y réfléchir quand vous avez une activité qui est bien assise. Et puis après, vous avez un troisième niveau, dont vous avez probablement entendu parler, ce qu'on appelle le MLM. MLM. Alors, j'en parle un peu, parce que faut quand même voir. Alors, en France, c'est pas très culturel, hein, je vous le dis tout de suite. On a un petit peu de mal avec ça. Mais sachez qu'il y a des accélérations de développement dans le monde qui sont absolument considérables. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le concept du MLM, qui veut dire multi-level marketing, c'est qu'on fonctionne exactement comme une franchise, mais sauf que vous, en tant que franchisé, vous ne pouvez pas revendre la franchise au niveau du franchisé, là. D'accord ? Le mec qui a pris une licence McDo, il ne peut pas revendre la licence McDo, vous êtes d'accord? Donc ça s'arrête là. Par contre, ici, dans le système MLM, eh bien, l'avantage, c'est que vous avez une entreprise mère, que je vais représenter par un triangle, et autour, il y a des clients. D'accord? Sauf que le client ne peut pas acheter directement à l'entreprise mère, il est obligé de passer par un distributeur. D'accord? Que je vais représenter en bleu ici. C'est un distributeur qui est en fait une petite entreprise. Voilà. Et pour monter cette petite entreprise, l'avantage, c'est que ça va vous coûter quelques centaines d'euros. Parfois, c'est plus. Voilà. Et vous avez un site internet, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, comme le produit que vous consommez vous plaît, vous allez en parler autour de vous. Et vous allez proposer aux gens, évidemment, d'acheter ce produit, puisque vous pouvez le proposer. Vous avez compris? Et ces gens qui le consomment, comme ils vous voient grandir, vous allez leur dire, si ça t'intéresse, au-delà de le consommer, si tu as envie d'en faire profiter tes parents, tes amis, machin, sache que tu peux attraper une licence. Ici, c'est très simple, je te fais ça en quelques minutes. Et en plus de ça, tu auras tes produits moins chers, moins 20%, puisque du coup, la marge que moi je touchais, c'est toi qui vas la toucher. Bon, je vais en toucher à d'autres niveaux. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un développement multi-niveau. Vous avez compris? Alors,
au début, ça ne vous fait pas trop de différence, mais après 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous pouvez vous retrouver avec des centaines, voire des milliers de personnes qui vont distribuer le métier. Ce qui veut dire que votre entreprise se développe de plus en plus par le biais du réseau. Donc vous avez une accélération de votre actif qui est considérable. Et quand on sait que la démultiplication des sources de revenus, c'est ce qui vous stabilise le plus, c'est assez intéressant. Au-delà de ça, il y a plein de choses. Bon, je ne vais pas faire un cours sur les M&M ce soir, mais voilà, c'est une troisième forme qui existe aujourd'hui. Je vous en parle parce que c'est aussi l'objet d'ascenseur social assez considérable avec le M&M. D'accord ? Ça marche ? Oui. Alors ça, c'était les réseaux. Hein, mais c'est vrai, aux États-Unis, il y a une grosse étude qui a été faite sur les gens qui réussissent le plus. D'accord ? Il y a 3 choses qui ressortent. Hein, eux, ils l'ont fait encore en 1, 2, 3, 4. Le premier, c'est la passion. Le deuxième, c'est la puissance des réseaux. Et le troisième, c'est ce que je vais vous dire maintenant, c'est la puissance des technologies. Et c'est le... Ah non, pardon. Avant les technologies, je vous parlais d'autre chose. C'est les technologies. Mais c'est pour vous dire que le réseau, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Moi, je vois, par exemple, dans le cadre de la ZPPI, là, j'ai fait rentrer pas mal de noms, puisque aujourd'hui, c'est un département, ça on en parlera un peu plus si vous le souhaitez à la fin de la semaine. Mais c'est incroyable. Au-delà des apprentissages que les gens ont sur comment faire, mais le nombre de connexions qu'ils créent avec des gens, enfin, c'est un truc de psychopathe, comme dirait mon pote, qui se reconnaîtra. Alors, après les réseaux qui vous permettent de briller, alors bien sûr que plus vous êtes au clair sur votre identité, sur tout ça, plus vous avez une équipe, plus ça va être important. Hein. Parce que être dans les réseaux, mais de ne pas savoir parler de son positionnement, de ce que vous faites, à qui vous le faites, bah, c'est perdre beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Si vous n'avez pas un capteur, ce qu'on appelle un capteur de mail, une offre un peu irrésistible pour accrocher les gens, bah, c'est comme une ruche qui n'aurait pas de miel, quoi, en gros. Hein. Ou une plante ou une fleur qui n'aurait pas de parfum, quoi. Elle va attirer personne. Donc il y a des stratégies ici pour attirer le public, mais on en reparle dans quelques jours. Alors, la phase suivante, c'est l'expertise. Développer votre expertise. J'adore cette phrase de mon ami Martin qui dit « Est-ce que je fais 1000 choses une fois ou est-ce que je fais 1000 fois la même chose ?» Pardon, vous comprenez, hein, on a déjà un peu évoqué ça ce matin. L'expertise, ça veut dire quoi? Ça veut dire se dire quel est le domaine sur lequel ma valeur ajoutée est la plus vraie, ce qu'on a appelé les grosses roches, là, en l'occurrence, qui vient aussi de Martin, qui est cette idée sur comment je développe ma roue, en fait, comment je développe le plus mon potentiel. Quand je me forme, j'intègre des données qui vont me servir longtemps. En d'autres termes, par exemple, si je décide d'aller passer mon permis de conduire, au début, c'est un investissement, c'est du temps, c'est de l'énergie, et vous êtes d'accord que j'ai autre chose à faire, en fait. Donc, je baisse. Pourquoi? Parce que ça me coûte du temps, de l'énergie, de l'argent, c'est compliqué. Mais une fois que j'ai acquis le truc, vous voyez, je suis en train d'acquérir des compétences, donc j'avance un peu moins vite, par contre, je monte. Voilà. Et puis, une fois que j'ai ça, eh ben, c'est un acquis qui, lui, va m'apporter énormément de liberté. Voilà. Si je prends le temps d'apprendre des langues, ben, c'est un capital qui va me permettre, si je travaille à l'étranger, de faire des choses différentes. Donc, l'expertise, c'est la faculté à développer ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle ma roue, c'est-à-dire mon capital. Ça peut être du capital en termes de connaissances, de savoir-faire, de pratique, en termes de réseau, mais bref, où est-ce que je mets mon énergie pour faire grossir mon capital? Vous connaissez la différence entre un passif et un actif? Un passif, quelque chose que vous devez, par exemple, vous avez acheté vous avez un garage, vous le louez, d'accord, il n'est pas à vous, d'accord, donc chaque mois vous avez un passif en échange du service que vous... Si maintenant vous achetez le parking, d'accord, en tant qu'il n'est pas payé, au passif il est encore enregistré comme une dette. Mais la différence c'est que, voilà. Si maintenant vous achetez ce garage et que vous le louez, là vous commencez à avoir un développement d'actifs. Pourquoi? Bah, vous êtes en train d'acquérir de l'argent, d'accord? Enfin, en tout cas un bien qui est payé par quelqu'un d'autre. Bien sûr qu'en échange de ça, vous lui fournissez un service. D'accord? Là, vous êtes en train de développer vos actifs. La différence entre un actif et un passif, c'est vraiment le truc, pour moi, qui manque le plus dans notre éducation, en tout cas en France. Apprendre à développer des actifs. C'est pour ça qu'on retrouve, c'est triste, hein, mais autant de gens qui, à la retraite, ont travaillé toute leur vie,
mais ils étaient dans un mode de relation à l'argent qui consistait à dire je dépense mon temps contre de l'argent. Et sachez que dans vos entreprises, dans nos entreprises, dans mon entreprise, je fais aussi parfois la même chose. Quand je viens en formation, est-ce que vous êtes d'accord que je dépense mon temps contre une prestation? Alors évidemment que c'est pour ça, c'est vraiment dans le cœur de mon métier, parce que même si j'avais tout l'argent du monde, je continuerai à faire de la formation. Donc ça m'anime. Donc ça, c'est pas que du temps perdu, c'est du temps nourri. Donc ça, c'est super. Par contre, je ne fais pas du développement d'actifs. D'accord? Je le sais. Je réponds à un autre actif intérieur. Mais si ce n'est que je développe des actifs externes, en fait, dans l'occurrence, puisque... Voilà. Par contre, quand je vais investir du temps dans un mastermind, là, pour le coup, je développe mon actif interne. Pourquoi? Parce que je vais me connecter à des gens qui vont m'inspirer, je vais intégrer des stratégies auxquelles je n'avais jamais pensé, je vais trouver des contacts de gens qui vont pouvoir aider à développer mon propre business, etc. Donc l'expertise, elle se passe sur plein de niveaux, d'accord? Mais l'idée, c'est de concentrer votre attention sur votre expertise. Par exemple, pendant la période que j'ai eue avant PPI, avant Paul Piron Institut, et après l'école de PNL, donc l'école de PNL, sachez que ça s'est développé pour moi entre 1990 et 2000. Puis après, je me suis un peu séparé avec Alain Carole, et à ce moment-là, j'ai créé Cohésion Internationale pendant 10 ans. Et puis en 2010, j'ai créé Paul Piron Institut. Et bien, pendant les 10 ans, par exemple, alors que je faisais la même activité, on faisait des formations de PNL, tout ça, mais à un moment donné, avec Cohésion, on a commencé à faire plein d'offres. Vous savez ce qui s'est passé en termes de PNL? Trop de ventes. Il y avait tellement d'offres que le chiffre d'affaires s'est écroulé. On a eu une augmentation très lourde, évidemment, des charges. Un chiffre d'affaires qui a fondu. Pourquoi? Parce qu'il y a de la division. Une perte de temps énorme sur plein de trucs, etc. Par exemple, j'avais revécu la même chose dans l'école de PNL. Au début, j'étais juste en région Rhône-Alpes, et après, on a décidé de rayonner dans plus d'une dizaine de villes en France. Tenez-vous bien, en 1996-97, je ne sais plus quelle année, on faisait 1,7 million, à l'époque on était en francs, de chiffre d'affaires. 1,7 million, pour le petit bonhomme que j'étais à l'époque, c'était beaucoup. Et pourtant, mon niveau de rémunération était très faible. Parce que j'avais un coût de dépense qui était énorme. Parce que j'avais plein de formateurs de partout, des frais de transport, des frais de machin. Donc ma marge, j'ai confondu très longtemps l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution de la marge. Et ça, vous pouvez le faire. Il y a un livre que je vous invite à lire. C'est L'art de la simplicité. C'est écrit par une femme qui vit au Japon. C'est remarquable. L'art de la simplicité. Il existe même en audio. Et elle vous invite, en plus c'est assez vite lu, hein, il faut 2 heures, mais elle vous invite à identifier qu'est-ce qui vous rapporte. Alors ça peut rapporter en termes de bonheur, par exemple un beau tableau, ça me rapporte. Et ça peut me rapporter parce que c'est utile. Quand je dis que c'est utile, c'est-à-dire que dans les 4 derniers mois, je l'ai utilisé. Et tout le reste, je m'en sépare. Et en fait, vous gagnez énormément de richesse, de temps, d'argent et d'énergie à faire le tri. D'ailleurs, vous avez tous expérimenté ça. On fait plein de trucs, d'un coup on fait le tri, ça fait du bien. On peut faire le tri dans ses fringues, on peut faire le tri dans ses courriers, on peut faire le tri dans sa cuisine, etc. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle propose de faire. Et elle vous propose vraiment de repérer tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis plus de 6 mois, 4 ou 6 mois selon les cas. Après, ça dépend des saisons. Faut juste, si vous avez un gros manteau pour l'hiver, vous n'êtes pas obligé de... Mais si vous ne l'avez pas utilisé pendant l'hiver, évidemment, ce n'est pas la peine de le garder. Autant, soit être utile à quelqu'un d'autre, vous en faites un don, soit vous le revendez. Par exemple, les livres. Moi, j'avais des bibliothèques de dingue. Parce que une passion pour l'achat des livres, pas toujours pour les lire, mais en tout cas pour l'achat des livres, j'aime bien les livres. Et il y a un moment donné, je me dis, mais tous ces livres, je vais en faire quoi? Et c'est en lisant ce livre que j'ai appris à ne garder que les livres que j'avais envie de mettre sur ma table de chevet. Et évidemment qu'il y a toujours quelques-uns comme ça qui gagnent la course, parce que je les trouve tellement bien que je me dis toujours, ah, ceux-là, je le relirai. Bonne soirée, à demain. Celui-là, je le relirai. Mais en fait, la réalité, c'est que vous ne le relirez pas forcément. Bon, sauf s'il est en lien avec une activité dans laquelle vous êtes et sur laquelle vous allez. Par exemple, si je sais pas, moi, vous êtes juriste, vous avez des livres importants parce que vous savez que c'est des références à aller chercher. Moi, j'ai quelques livres comme ça dans le domaine de la PNL, de l'hypnose, comme ça, de gens qui m'inspirent. Et j'aime bien aller regarder ce que font les autres parce que ça m'enrichit aussi. Parce que je ne suis pas de les avoir lus une fois, c'est intéressant de les relire. Mais ils participent au développement de mon expertise. Que ce soit en termes de bien-être, parce que c'est un truc qui me passionne simplement, ou que ce soit en lien avec mon activité, ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, élaguer, c'est un très très bon truc. On peut élaguer dans le geste, on peut élaguer dans les techniques, on peut élaguer
dans plein de choses. Ça vous parle, ça? Donc, développer l'expertise. Et moi, je vous le dis très clairement, si vous voulez aller vers les métiers du coaching, les métiers de la photographie, les métiers de je sais pas quoi, sans cesse, vous développez votre expertise. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et si vous êtes reconnu comme un expert dans un domaine, eh bien, allez voir dans l'environnement quelles sont les expertises complémentaires qui pourront faire que votre expertise monte encore. Par exemple, il y a quelques années, j'ai beaucoup investi d'énergie avec un ami que je vous recommande beaucoup, qui s'appelle Mani Essam. Il travaille beaucoup sur les muscles du bien-être, tout ça. Donc, c'est un chiropracteur qui a développé énormément. À l'époque, on a fait pas mal de stages, on s'est vraiment éclaté. Et pour moi, je vous assure, à ce moment-là, ça a été une découverte, en fait, de comprendre à quel point le corps physique, le corps énergétique, impactait sur le corps émotionnel, sur la dimension mentale et même spirituelle. Et il y a plein de choses que j'ai réentendues autrement avec les grilles que j'avais avant, mais il y a des choses que j'appréhende aujourd'hui complètement différemment en termes de PNL, parce qu'il y a eu ces expériences, ces rencontres, ces découvertes, etc. Vous comprenez ? J'ai fait par exemple à un moment donné, j'ai suivi une formation sur les soins énergétiques. C'est un truc assez sérieux, hein. Il y avait 7 week-ends de 2 jours, vous voyez. Et alors au début, vraiment, moi je suis assez terrien, j'aimais savoir un peu. Mais on m'a fait travailler avec les pendules, on m'a fait travailler avec les corps énergétiques, corps 1, corps 2, jusqu'à 21 corps comme ça. Bon. Et je t'assure, au début, c'était un peu spécial, c'est un peu space même, hein, complètement space même, pour vous dire. Mais entrer dans cette dimension, ça m'a permis de m'ouvrir à une chose certaine, c'est qu'il y a ce que je peux appréhender sur le plan mental, il y a ce que je peux appréhender sur le monde émotionnel, mais ça m'a beaucoup ouvert sur le plan énergétique. Parce que j'ai commencé à sentir que le contact avec un arbre, ça existe. Le contact avec la terre, ça existe. Le contact avec un corps, le contact, etc. Alors, ce n'est pas des choses qui sont palpables, mesurables comme ça, mais c'est des choses, quand on les a travaillées, on les ressent comme comme une radio ressent une station, si vous voulez. Vous comprenez ? Donc ça permet, évidemment, je ne suis pas dans la PNL quand je fais ça, mais dans le développement de l'individu, et ça me parle. Par exemple, j'ai fait pendant 2 ans du chamanisme. J'ai fait 2 ans de chamanisme dans mes débuts, avec des rituels de marche sur le feu, des machins. Bon, intéressant, tout ça. Bon, c'était pas le déplacement comme on peut le faire avec Robbins ou dans d'autres stages comme ça, c'était vraiment le lien au feu, à la nature, à la terre. On a des sweet lodge, par exemple, on a fait des travaux avec le saut élastique aussi, en rapport avec l'air, avec le feu, avec l'eau, etc. Travailler en eau chaude, tout ça. C'est vraiment des domaines, moi, que j'ai voulu explorer, parce qu'ils m'ont en fait énormément enrichi. Même si je sens que c'est pas le terrain sur lequel je m'éclate le plus. Bon, de temps en temps, je le fais comme ça pour l'expérience, mais par contre, ça enrichit énormément ma manière de travailler. Voilà. Bon, tout ça, c'est pour dire, on n'a jamais fini d'apprendre, tout évolue, il n'y a que le changement qui ne change pas, et que c'est vraiment important de se mettre au jour. Moi, je vous invite, c'est bien de connaître plein de choses, mais devenez expert dans un domaine. Si vous voulez vous faire repérer dans un réseau, c'est parce que vous êtes expert que vous faites repérer. Vous avez développé une expertise. Ouais. Vous êtes pointu, on vous identifie dans un truc. Parfois, c'est très serré. Hein, mon truc, c'est les enfants, travailler avec les enfants qui ont telle difficulté. Ou mon truc, c'est préparer les personnes qui ont plus de 45 ans à une nouvelle vie, en fait. Hein, et qu'on peut réussir sa vie même après 45 ou 50 ans. Mon truc, c'est les sportifs, etc. Pourquoi ? Parce que c'est en référence, bien sûr, à votre rêve de cœur, à ce qui vous a inspiré, à l'équipe que vous avez plus ou moins constituée, au réseau. Voilà. Mais votre expertise, le marché, c'est un peu comme le tas de foin avec un javelot. Hein. C'est-à-dire que si je veux rentrer dans le tas de foin avec un râteau, parce que j'ai navigué large, j'ai du mal à rentrer dans le marché. Par contre, si j'ai vraiment affûté mon javelot, là, ça va l'image ? Développer votre expertise, c'est vraiment un conseil que je vous donne. En affûtant toujours de plus en plus votre truc. On vous reconnaît pour ça. Aujourd'hui, moi, je suis connecté avec énormément de personnes, mais si tu me dis intervention dans un centre hospitalier, il y a des gens auxquels je pense. Si vous me dites travailler avec des enfants, il y a des gens auxquels je pense, et notamment quelle catégorie d'enfants, etc. Parce que c'est des gens qui, je pense à Sonia, par exemple, qui travaille vraiment dans l'accompagnement des enfants.
Je pense à mes amis de Toulouse, comme ça, qui sont vraiment experts dans le monde hospitalier. Pourtant, ils ont tous fait de la PNL, ils ont tous fait de la formation, ils ont tous fait beaucoup de choses, mais ils ont une expertise dans le domaine. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire autre chose, mais moi, je les identifie pour un truc. Vous comprenez? Et vous verrez que les gens auxquels vous faites l'appel, souvent, ont été identifiés. Donc, ça vaut vraiment le coup, et on en reparlera dans le rayonnement sur Internet, là, vendredi, à quel point communiquer sur votre expertise, c'est important. Ça marche? Donc, 1, le rêve de cœur. 2, les mentors. 3, les équipes. 4, le facteur de réseau. 5, l'expertise continue. Continuer à me former. Je vais mettre un 4 ici. Je vais mettre un 5. Alors, à votre avis, le 6e, une fois que j'ai développé l'expertise, vous l'avez mentionné tout à l'heure. La technologie. Développer la technologie. C'est le 6e, on arrive au 6e, il y en a 7, on arrive au 6e, la techno. C'est les réseaux, en tout cas au niveau social, oui, les réseaux Internet. Et s'il a développé une expertise, il n'arrête pas d'apprendre, mais sur l'axe qui l'intéresse le plus. Voilà. En face, qui utilise des technos, bien sûr, il est toujours à l'affût des technos. Et vous pouvez faire ça pour n'importe qui, hein. Je vous prends Max Pichichini, je vous prends David Lefrançois, je vous prends toutes les personnes qui, en tout cas là, pour juste le coup du développement personnel, mais on peut étendre ça au boulanger que vous connaissez qui a réussi, etc. Hein. Il y a toujours des rêves de cœur, des mentors, des équipes, un réseau, une expertise, des technos. Donc les technologies, là encore, c'est important de mettre de l'investissement sur ce dont vous allez utiliser le plus. C'est-à-dire que si vous faites des vidéos, autant le faire. Alors, soit avec des personnes qui ont le matériel, la techno, ça veut aussi faire appel à des gens qui maîtrisent la technologie pour le service dont vous avez besoin. Mais c'est sûr que si vous avez un site internet performant, si vous voulez vendre du contenu de formation sur internet, tapez tout de suite dans du bon, quoi. Vous comprenez? Si vous décidez d'investir sur une formation ou un truc comme ça, parce que ça c'est du développement de technologie, de savoir-faire, d'expertise, allez chercher ce qui sera suffisamment élevé en termes de qualité. D'accord? Les technologies, c'est ce qui permet de transformer de l'information, de la matière. Voilà. Si vous êtes un coach, par exemple, et que vous avez un outil de diagnostic pointu, parce que vous avez cet outil de diagnostic qui me permet en 1 heure d'avoir un bilan extrêmement complet, vous faites la différence. Ou pas? Si vous faites beaucoup de téléphones, autant avoir un téléphone qui soit adapté, performant. Voilà. Donc aujourd'hui, ça vaut vraiment le coup de vous dire, tiens, quelles sont les technologies les plus avancées pour optimiser le fonctionnement de mon entreprise à tous les niveaux. Vous venez de découvrir un système qui permet de faire des factures automatiquement, boum, 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 plutôt qu'avoir ces petits papiers. Hop. Ça peut être une technologie qui peut faire la différence si je suis un comptable avec mes clients. Pensez à des choses là, sur vos projets? Ouais. Bon. Technologie. Ça va pour ça? Et le dernier? Enfin, c'est pas le dernier parce que on va développer ce qu'il y a dessous après, mais qui a fait une énorme différence chez beaucoup de gens. C'est d'oser. J'appelle ça aussi avoir le culot. C'est avoir du culot. Oser pousser des portes, oser demander. C'est que la seule chose que vous risquez en demandant, non, c'est pas le non, c'est le oui. Parce que si tu ne demandes pas, le non, tu l'as déjà. Bon, la réalité, c'est qu'au niveau émotionnel, c'est pas tout à fait la même chose, mais si tu regardes un peu de loin, tu es d'accord avec moi? Si tu ne demandes pas, le non, tu l'as déjà. Donc en fait, la seule chose que tu risques, c'est d'avoir un oui. Alors, c'est sûr que vu comme ça place les choses un peu autrement en termes de vision et d'analyse des choses. Voilà, mais oser pousser des portes, oser demander. Et on va le voir après, c'est lié aussi à la manière dont vous le demandez. Alors, on va descendre là-dessus. Mais c'est avoir du culot, c'est avoir de l'audace. L'audace d'aller voir, d'aller rencontrer les gens, que ce soit l'audace de rêver, l'audace d'aller vers vos mentors, l'audace de trouver et de solliciter les gens pour leurs compétences, l'audace de briller sur certains réseaux, même si au début c'est pas facile de faire des vidéos, mais d'oser avoir l'audace d'avancer,
l'audace de développer son expertise de plus en plus, et bien sûr l'utilisation, comment demain on peut optimiser la technologie pour faire en sorte de toucher plus de monde, en tout cas de passer moins de temps à faire des processus, d'investir sur des mécaniques qui vont, dans ce qui nous fait prendre du temps, transformer les choses. Nous, par exemple, on dresse des conventions. C'est long de faire des conventions. On est en train d'investir pas mal pour aujourd'hui accélérer ces processus et gagner, parce que quand vous gagnez ne serait-ce que 10 minutes par convention, si vous en faites 25 dans la journée, c'est juste énorme. Ok. Donc, oser voir la vie de manière plus positive, oser accepter l'idée que ce qui n'est pas encore créé ne demande qu'à l'être. Enfin, on peut en mettre dans le oser. Hein. Audace, culot. J'avais un type comme ça qui était venu, il avait 75 ans. Je crois que c'est le gars le plus âgé que j'ai eu dans les cohésions d'équipe. Et à la fin du séminaire, il nous a dit, vous savez, moi, il y a 2 choses qui m'ont fait réussir dans la vie. C'est 20% de savoir-faire et 80% de culot. Le gars, il avait passé sa vie à acheter des boîtes, à les redresser et à les vendre. Ouais, après là, c'est plus que ça. Enfin, de toute façon, on la retrouve, la loi de Pareto, mais lui, son truc, c'était 20% de savoir-faire, quoi, en gros, et 80% de culot. Il me disait toujours, commence par dire oui, puis après, tu verras bien comment tu le fais. Enfin, pour autant que le projet t'anime. Voilà. Ça va avec oser? Donc là aussi, c'est intéressant. Là, on se rapproche évidemment de la personne, son développement personnel, qui va évidemment nourrir tout le reste. Alors, oser, ça s'appuie, évidemment, l'appui sur lequel vous êtes ici, je vais terminer par ça, c'est vous en fait. C'est vous dans votre intérieur. D'accord? Et là, je voudrais vous faire part de quelques éléments, parce que on va parler des niveaux de sécurité intérieure. D'accord? Ce sur quoi vous reposez, c'est vous. Hein, d'accord? Vous, parce que vous avez des valeurs, vous, parce que vous avez un projet, c'est votre réalité interne, ça. D'accord? Tout repose là-dessus, vous êtes quand même d'accord. Hein, vous êtes le premier levier qui va permettre tout ça. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes clair sur vos valeurs? Est-ce que vous êtes clair sur vos objectifs? Est-ce que plus vous allez chercher en vous les ressources qui sont les plus appropriées, enfin on le voit ensemble, plus on apprend à interagir de manière plus constructive avec son environnement, créer des bonnes alliances, plus vous êtes d'accord que ça démultiplie le potentiel. Hein, ça, c'est nos basiques. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui peut se passer au niveau émotionnel. Entre le rapport qu'il y a entre votre cerveau, d'accord? On va voir que c'est assez intéressant, il y a des couches, et ce qu'on va appeler le lien que vous avez au monde. D'accord? Et on va voir que plus vous êtes en insécurité, moins vous avez tendance, même si vous avez les bonnes compétences, en fait, mais ça ne va pas être bon. Si au contraire vous êtes plus en sécurité, eh bien ça va changer. D'accord? C'est ça dont je voudrais vous parler. Ça va? Vous avez encore un peu d'énergie? Alors, c'est bon? On a des phénomènes qu'on appelle de balancier. Alors, le point central, c'est ce qu'on pourrait appeler la voie un peu du Tao d'équilibre. En bas, c'est le cerveau le plus profond que vous avez. C'est quoi? C'est le cerveau reptilien. Et vous savez à quoi il sert? Il sert à assurer votre vitalité, votre survie. D'accord? Et on va voir celui-là, heureusement, il est là dès votre naissance, et puis après, toute votre vie va être utile. Hein. Mais quand celui-là est touché, c'est là que vous avez le potentiel de ressources le plus élevé. En situation d'urgence extrême, vous êtes capable de vous couper un bras s'il le faut, vous êtes capable de sauter sur une bombe, vous êtes capable de faire le meilleur ou le pire. Si vous êtes, soit vous êtes un héros, d'accord, soit vous êtes un destructeur fini parce que vous êtes capable de prendre une arme, de vous jeter d'une fenêtre, etc. D'accord? Ça, c'est le cerveau le plus profond. Ça vous parle? Ensuite, il y a ce qui s'est bâti au cours de votre vie. Et là, on va s'apercevoir qu'on a un deuxième niveau qui est très important. C'est le cerveau plus émotionnel. C'est le niveau limbique. Le limbique, c'est là où se cadrent toutes vos programmations. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur les croyances aujourd'hui. Les programmations, les croyances, les sentiments que vous avez à l'égard de vous-même, des autres, du monde, eh bien, c'est évidemment tout ça bâti par vos expériences. Si vous avez un problème avec les maths quand vous étiez enfant, et qu'en y pensant, rien que ça vous fait chuter le niveau de bien-être, si vous voulez, c'est que vous avez une croyance, vous avez une expérience qui découle de mauvais sentiments. Si au contraire ça vous excite,
c'est que probablement, vous avez un rapport aux mathématiques qui était différent. Donc tout ça, ce sont vos niveaux logiques. Et ce n'est quand on avait parlé, dans le cadre de l'analyse fractionnelle, pour ceux qui étaient là, on a parlé des jeux psychologiques. Alors, on a différents niveaux d'intensité qui se jouent. Là, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais voilà. En tout cas, c'est tous vos apprentissages. Okay. Après, qu'est-ce qui arrive ensuite? Et ça a été d'ailleurs la source d'une grande accélération de l'évolution humaine. C'est quand le cortex a commencé à prendre plus de place. D'accord? Voilà. Et donc, ce cortex, il sert à quoi? À apprendre à évaluer les choses. D'accord? Donc, le jeu commence à apparaître, vous prenez de la distance, vous commencez à réfléchir. Et ce cortical, il permet, bien sûr, d'évaluer les choses en bien ou en mal, il permet de les comprendre, il permet de les appréhender, il permet de réfléchir. Et vous êtes d'accord que votre tête, quoi qu'on dise, c'est quand même très utile. Ok? Après, il y a des moments où la tête ne suffit plus. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand que votre mental, puisque là, on parle de mental au niveau cortical. Est-ce que vous avez entendu parler du supramental? Alors, peut-être pas comme ça, mais sachez que vous allez entendre parler de plus en plus de ça. Le supramental, c'est quand vous êtes, par exemple, alors ceux qui sont dans le sport, on parle du flow. Le flow, c'est cette espèce de connexion infiniment profonde et infiniment large qui fait que vous êtes en lien avec tous les événements. Et vous n'avez pas besoin de réfléchir, votre corps est en parfaite adéquation avec l'environnement. Eh bien, c'est ce qu'on va trouver, cette espèce de flow dans plein d'autres situations. Vous êtes, par exemple, en conférence, et comme il y a une telle qualité d'interaction avec votre public, eh bien, vous êtes inspiré. C'est-à-dire que vous allez toucher au plus profond de vous-même des niveaux de sagesse, de sensibilité, d'intuition qui sont juste exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Vous savez, on dit que l'enjeu tue le jeu. Hein. Il n'y a pas de pression d'enjeu. Dans la relation, quand vous êtes là-dedans, vous êtes en parfaite... là encore, il y a plusieurs niveaux d'intensité, mais on dira que vous êtes en parfaite intimité. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez exprimer à peu près tout ce que vous voulez, l'autre aussi, et on est complètement dans son authenticité, dans son bien-être, et complètement présent à ce qui se passe. Voilà, et c'est juste formidable, en fait. D'accord? Et puis après, vous avez encore un dernier niveau. Alors celui-là, vous l'accédez à partir du moment où vous avez une pratique spirituelle dans un domaine ou dans un autre. D'accord? Parce qu'il ne s'accède pas par la conscience, mais par l'expérience. C'est ce qu'on appelle ici le niveau de reliance. Alors, vous avez pourtant tous vécu ça d'une manière directe ou indirecte, mais c'est des moments où vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que vous. C'est-à-dire que vous êtes devant la beauté de la nature, par exemple, et vous avez une émotion qui vous traverse, et à ce moment-là, le monde pourrait s'écrouler. Vous avez l'impression de devenir le tout, en fait. Donc, on vit ça dans différents processus de développement spirituel, en fait. Voilà, on est vraiment au niveau le plus élevé de la spiritualité. D'accord ? Alors pourquoi je vous parle de ces différents niveaux-là? Parce qu'on s'est rendu compte qu'un être humain, quel que soit le projet dans lequel il avance, eh bien, il va vivre des balanciers en fonction du niveau dans lequel il est. Et en fait, tu sais que la voie du Tao, c'est la voie de revenir dans son axe. En fait, plus on est en bas, plus on va assister... Alors, si ça vous intéresse, moi, je vous conseille d'aller voir De Martini. Alors, notamment sur les audios que je vous ai donnés, j'ai fait des soirées John De Martini. Vous pouvez vous intéresser à son travail. Il met vraiment ça en avant. Vous voyez, il y a une espèce de balancier. Là, j'ai fait un cône, ici. Et en bas, on est dans des balanciers qui sont très forts. Là, on est dans des balanciers qui sont moyens. Et là, on est dans des balanciers qui intègrent vraiment les deux polarités. En gros, pour faire court, quand vous êtes en haut, il n'y a plus de bien ou mal. Les choses sont... Si on prenait l'énéagramme, par exemple, vous vous souvenez, les profils d'énéagramme, il y a 9 profils, on est au niveau sain. C'est-à-dire que j'existe pleinement par ma différence et je suis complètement ouvert à la différence extérieure. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui arrivent et qui ne sont pas positives en soi, elles le sont parce que je vais entrer dans une interaction qui est une interaction à partir de laquelle je vais grandir. Au fond, je vais voir un client. Si je sens que ça coule et que ça va vraiment bien, je suis heureux. Voilà. Mais à la limite, je suis aussi heureux qu'ils me disent oui ou qu'ils me disent non. Pourquoi? Parce que les choses sont juste parfaites. Vous comprenez? Je viens de retrouver ma voiture complètement abîmée, là, il faut un peu d'entraînement. Mais dans cette qualité d'interaction que je vais avoir, si je suis au plus haut niveau, je dirais, bon, ok, les choses sont arrivées, ça ne veut pas dire que je m'en fous, on n'est pas du tout là-dedans, bien au contraire, on est en qualité de présence avec ce qui se passe, et dans cette qualité de l'instant présent, en fait, il y a un champ de possibilités incroyable.
pour ceux qui étaient avec moi sur les lois spirituelles du succès développées par Deepak Chopra, hein, on le retrouve dans la loi numéro 1, mais en fait, elle relie toutes les autres. Hein, c'est cette pure potentialité. Quand je suis pleinement connecté à ce que je suis, à ce qui est, eh bien, il n'y a plus d'évaluation en termes de c'est bien, c'est mal. Pourquoi? Parce que j'intègre les deux polarités. Et que je sois super amoureux, que j'ai un super projet, une nouvelle affaire, je sais qu'elle est faite autant d'éléments positifs que négatifs. D'accord? D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai intégré les deux polarités. Si maintenant je descends à l'opposé, pour vous donner un tango inverse, eh bien ici, je me vis moi en moi, ici, intérieur, et évidemment, j'ai la perception que l'environnement est soit écrasant, et qu'il m'en veut, il est donc dangereux, d'accord? Et là, je vais me méfier. Je me méfie des gens, parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, donc je suis dans la méfiance, mais c'est une méfiance émotionnellement excessive, d'accord? Et il y a des moments où je serai dans le plus, ici, et puis il y a des moments où je vais être dans le moins, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer là-dedans? C'est que quand je gagne, j'ai une espèce de surexcitation. Ah là là, je suis en train de l'avoir, je vais le dépasser, je suis le meilleur, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand je gagne? Eh bien, j'ai un rapport à l'environnement qui est dévalorisant. C'est moi le patron, c'est moi qui décide, etc. Vous voyez? Plus, moins. Vous comprenez ça? D'accord? Et je gagne parce que de toute façon, voilà, c'est une espèce de compétition négative. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne considère pas l'environnement comme quelque chose de sain. Donc je suis content d'avoir gagné parce que je montre que je suis le plus fort. On va voir d'ailleurs que dans l'espace de développement de l'autonomie, notamment dans la phase d'indépendance, c'est une phase qui est importante, mais il ne faut pas qu'elle soit trop excessive. Et là, le plus, dans ce sens-là, va attirer le moins. D'accord? Je suis super amoureux, j'ai un coup de foudre de terrible, tu vois. Alors, la personne, évidemment, est extraordinaire, le job est extraordinaire, le projet est extraordinaire, etc. D'accord? Et puis après, dès que je vais avancer, je vais me retrouver à des réalités inverses. C'est-à-dire, oulala, je suis moins, d'accord? Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas OK avec moi, parce qu'elle n'a pas dit... Tu comprends, je t'aimais tellement que je peux pas tu me dis non, je viens pas ce soir, mais comment c'est possible, tu m'aimes pas, enfin, vous voyez, tout ce genre de trucs. Donc on est dans les jeux psychologiques, hein, là pour le coup, marchent très très bien, on peut les vivre à différents niveaux, mais voilà, on va passer dans ces dynamiques-là, d'accord? Est-ce que vous sentez le phénomène? Hein? Tout ce qui est... en fait, ce qui se passe pour rentrer là-dedans, c'est très simple, il faut rentrer dans de la victimisation. Culpabilisation de soi ou des autres. D'accord? Pourquoi? Parce que je ne suis pas à l'écoute, je suis dans mes peurs, en fait. Je suis connecté à mes peurs. Alors, ce n'est pas dans les peurs, c'est la relation que j'ai à la peur. C'est une relation que je fuis ou que j'attaque. Mais ce n'est pas une relation d'amour. D'accord? Sinon, on serait dans l'inverse. Exemple, je rentre fatigué chez moi, j'en peux plus. Alors, je ne suis pas forcément en bas, en survie, mais je suis tellement fatigué, je me fonds devant la télé, je mange n'importe quoi. Donc, vous voyez, là, il y a le parent interne qui dit, allez, comme t'es mal, autorise-toi à faire des trucs que même les autres, même tes enfants, tu n'acceptes pas qu'ils fassent, quoi, en gros. Puis une fois que vous avez mangé mal la soirée, évidemment, vous vous culpabilisez. Hein, voilà. Vous allez me dire, mais quoi faire pour monter? Quoi faire pour monter, c'est changer la relation. C'est grâce à la qualité de la relation et donc de l'interaction qu'on va monter. Et c'est pour ça que la qualité des relations que vous établissez avec vous-même et votre environnement, c'est vraiment l'élément qui va faire une différence quand les choses vont bien ou aller mal. D'accord? Plus je vais monter, plus je vais considérer que mon environnement est positif. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez qu'une personne, elle est dans une entreprise, on va l'appeler Valérie par exemple, et puis son manager lui dit, tiens, tu as une occasion, à la fin de l'année, c'est toi qui as été désigné pour faire le discours. Et comme Valérie, elle est prise sous la peur, ici, qu'est-ce qu'elle vit? Elle vit, c'est pas à moi de faire ça. Alors, soit elle pleure, hein, soit elle crie, en gros. D'accord? Pourquoi? Parce que comme elle est dans la peur à ce moment-là, eh bien, elle est vous comprenez, dans des trucs. Alors que certains verraient une opportunité, elle voit une agression, en fait. Vous comprenez le truc? Donc, du coup, elle repart en week-end très en colère, tout ça. Et puis, le manager, qui ne s'attendait vraiment pas à avoir ce retour, lui dit, écoute, Valérie, prenez le temps de réfléchir. Si lundi, vous sentez que ce n'est pas votre truc, c'est quoi, on fera autre chose. Là, du coup, la question, la pression descend. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un facteur de considération, tout simplement, avec soi ou avec l'autre. Hein. Et puis, du coup, elle va mieux. Alors, du coup, elle en parle à son copain. Voilà. Et puis, son copain lui dit, mais tu sais, c'est peut-être l'opportunité pour toi. Si tu prends du recul, machin, elle va faire du sport, elle se sent mieux. Et qu'est-ce qui se passe? Comme elle va mieux émotionnellement, sa tête est en train d'évaluer les choses de manière différente. Finalement, elle repart avec un... Et puis, à la fin du week-end, elle se dit, finalement, c'est peut-être une opportunité. Donc, elle revient
toute pimpante, heureuse, va voir son manager, bah écoutez, finalement, c'est une bonne opportunité, si sous réserve que vous m'aidiez, parce que moi, j'ai jamais fait ça. Et là, super, elle est en phase de croissance. Pourquoi? Parce qu'elle est en qualité de relation, en fait. Et alors, du coup, elle va le faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, elle va le faire avec sa tête au début. Et c'est bien. Donc, elle va faire un super PowerPoint, elle va apprendre les choses, etc. Pourquoi? C'est la première fois qu'elle fait ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme elle aura vachement bossé son truc, le jour où elle va arriver dans la séquence, vous voyez, elle est un peu sur scène, elle a préparé son tableau, son PowerPoint et tout ça. Et puis, il y a quelqu'un qui l'interpelle sur une question. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme elle est contente de pouvoir répondre, elle dit, par rapport à ça, vous pouvez faire ça, mais d'ailleurs, je vais le développer tout à l'heure. Ah, très bien, super. Et puis, il y a une autre personne qui lui pose une question. Et en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle est en train, à son insu, de créer une relation avec l'environnement. Et qu'est-ce qui se passe? Elle sent qu'elle est aimée par l'environnement. Vous me suivez dans le processus? Retenez ça. Elle sent qu'elle est aimée par l'environnement. Donc, du coup, elle a envie de donner. Et il n'y a plus ce jugement, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Parce que les jugements de valeur, c'est là. Si elle n'était pas bien, vous êtes d'accord qu'elle n'aurait pas la même évaluation. Et comme elle est bien et que la qualité de la relation va aller, qu'est-ce qui va se faire? Elle va commencer à, ah ben tiens, un tel me poser la question, justement par rapport à ça, et elle fait son discours. Et comme il y a des questions, des réponses, il y a une relation qui est chouette, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, peu à peu, elle est tellement bien dans l'interaction qu'elle en arrive à même plus forcément suivre et lire son PowerPoint. Elle est vraiment dans la relation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle accède à des sensibilités, à des connaissances, à des attitudes qui sont juste au top. Et on dira d'elle qu'elle est inspirée. Et elle donne le meilleur d'elle-même, à tel point, pourquoi? Elle va créer une relation ici d'intimité, elle est même capable de dire, non, ça je ne sais pas, par contre je pourrais me renseigner pour vous. Vous voyez? Parce qu'elle est tellement dans une interaction avec le monde qu'elle va passer en mode flow. Vous comprenez l'idée? Et elle va monter vers le haut. Et là, ce qu'on sait aujourd'hui, et je le dis à tous les entrepreneurs, c'est pour moi la priorité numéro 1. Parce que, on le voit par exemple chez des formateurs, des coachs, etc., s'ils sont dans une situation insécurisée, parce qu'ils ont un problème d'argent, etc., ça va être compliqué de décrocher des marchés. Parce que si je vais voir Olivier, qui est entrepreneur, et qui sent, c'est même inconscient, hein, que moi j'ai absolument besoin de travailler avec lui, et là on va avoir des phénomènes de loi d'attraction, c'est-à-dire que comme je suis dans la peur, à un niveau préconscient ou inconscient, tu vas le sentir, c'est intéressant ce qu'il raconte, mais je ne le sens pas. Si je caricature un peu, je vais te dire, mais si, il faut à tout prix qu'on travaille ensemble, etc. Plus j'attaque comme ça, plus tu fuis en fait. Tu comprends? C'est un peu comme si, je sais pas moi, vous avez absolument besoin de rencontrer quelqu'un, parce que vous êtes seul dans... Vous êtes d'accord que si vous êtes insécurisé un peu aux abois, vous faites fuir tout le monde. Vous êtes d'accord? Vous avez absolument besoin de trouver du travail. Si vous êtes insécurisé intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et c'est incroyable. Moi, je l'ai vu parce que j'ai passé énormément de temps dans les réseaux, professionnels ou semi-professionnels. La nature émotionnelle des gens, mais c'est incroyable l'impact que ça a. Déjà dans nos micro-comportements. Et c'est pour ça que l'évolution personnelle, c'est vraiment une chose que j'invite fortement à développer, c'est-à-dire aller travailler ici sur son équilibre intérieur, apprendre à gérer les situations bonnes ou mauvaises avec un état d'esprit beaucoup plus positif et créatif, parce que ça va vous ouvrir un champ extrêmement différent. Et c'est fou, hein? Quand vous êtes en mode flow, dans une conférence, vous n'impactez pas du tout de la même façon que si vous êtes en train de vous demander est-ce que ce que je raconte est bien ou pas bien, etc. Et vous allez voir que ce mode flow, c'est-à-dire cette inspiration, etc., quand vous êtes vraiment connecté à ça, vous vous rendez compte. Par exemple, moi j'ai vu des gens parler pour la première fois sur scène. Et je leur ai dit, on s'en fout que tu n'as jamais fait, parle-moi de ton histoire, parle-moi de ta sensibilité, parle-moi de ce que tu as transformé, etc. Et si tu peux faire toucher les gens, tu as gagné. Et ce n'est pas le savoir et la connaissance qui va compter. C'est la qualité de l'interaction. C'est la qualité émotionnelle qui est partagée. Vous sentez ça? Ce mec m'a touché, j'ai envie de le suivre. Cette nana, je suis touché par son message, j'ai envie de le suivre. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence toujours par créer des relations avant de créer des collaborations. Que ce soit avec vos clients, que ce soit avec vos salariés, que ce soit avec vos fournisseurs, que ce soit avec votre banquier et que ce soit même avec votre inspecteur des impôts. Moi, je peux vous le dire, je l'ai vécu. J'ai été redressé un certain nombre de fois, enfin redressé, c'est-à-dire j'ai des contrôles fiscaux. Et
je me souviens, la dernière pour laquelle on est venu me chercher, d'accord, en gros, la note à la fin, c'était 80 000 €. Ce qui est énorme pour là où j'en étais. Tout ça parce que je n'avais pas suivi l'évolution. Pendant des années, moi, j'ai pu, ça reste entre nous, enfin bon, maintenant c'est sur le truc, mais... il y a des procédures pour... pendant longtemps, moi, pendant plus de 20 ans, je n'ai pas payé de TVA. Pourquoi? Parce qu'on était dans le champ de la formation continue. Sauf que les choses ont évolué, et moi, je n'ai pas vraiment suivi ça. Et il fallait que avec les entreprises, c'était fait, on avait des conventions, mais il fallait que j'ai des conventions de formation à titre individuel. Et moi, je n'avais pas fait signer par tout le monde ce genre de convention. Donc du coup, l'inspecteur, il me dit, non, tout ça... Et comme je suis remonté sur 3 ans, plus l'année en cours, voilà, au total, 80 000 €. Mais vous savez, la chose que j'ai faite, la plus importante, c'était de créer une relation. Et on parle quand on est dans les bases de la PNL, puisque je montre comment je priorise la qualité de nos relations. Et si vous saviez le nombre de PV auxquels j'ai échappé, en tout cas, voilà. Pourquoi? Parce qu'on crée une relation. Et l'art, et que ce soit avec soi-même ou avec les autres, vraiment, l'art de la relation, c'est primordial. Voilà sur quoi je voulais finir. Merci. Merci. Belle soirée à vous. Merci Polo. Ça fait plaisir de retrouver si vous voulez. Spéciale dédicace à Laurence. L'eau.